Bien, alors, le conseil de classe commence. Voilà, prenez bien vos stylos, vos ardoises. Vous avez bien révisé votre leçon. Vous vous êtes bien farci les, on va dire, 34 plus combien de matchs de Coupe de France? 3, 3 matchs de Coupe de France, donc 37 matchs de Coupe de France. Et même les 4, plus courageux. 4 de Coupe de France, 38. 38. Attends, Paris, Auxerre et Bordeaux, Bordeaux. Auxerre, Montpellier, ah oui, Montpellier et effectivement Auxerre. 38. Vous avez également, pour les plus courageux d'entre vous, vous avez regardé les matchs de pré-saison de l'été dernier. Le concept, il est très simple. À la différence de l'année dernière, on a fait des notes sur 10, de manière à ce que ce soit, je sais pas, c'est beaucoup plus, on va dire, il va falloir être beaucoup plus concis, parce que c'est vrai que des fois, on est là, 12,5, 13,5, non, 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 non. Tu vas mettre du 6, tu vas mettre du 7, tu vas mettre du 6,5, tu vas mettre du 4, tu vas mettre du 3, peu importe. On va juger les joueurs, d'accord, sur leur saison, de manière générale. On va dresser, bien sûr, des appréciations, avertissement travail, avertissement comportement, félicitations, encouragement. C'était à peu près ce qu'on avait fait l'année dernière, Flo. Et alors, la différence, on va aussi noter le coach. On l'avait fait l'année dernière, on avait noté Favre et Digard. La différence, c'est que on a rajouté une notation sur ce numéro, c'est la saison. La saison sur différents critères qui sont au nombre de 5. De toute façon, on y reviendra, ce sera dans un deuxième temps. Premier Mm. critère, jeu, qui est le même. Hein. Jeu, niveau technique, émotion. Deuxième critère, ambiance. Donc là, c'est, on va dire, match à domicile principalement et les parquages, mais on va surtout s'axer sur les matchs à domicile. La communication du club, voilà, tout au long de la saison, ça en fait partie. Les jeunes, alors là, dans le sens vraiment jeune, c'est intégration des jeunes dans l'équipe professionnelle. Voilà, on n'est pas assez calé, toi peut-être Flo un peu plus que moi, mais Non, pas assez sur les jeunes de l'OGC Nice, voilà. c'est Nannino et Bertigno les spécialistes de ça. Moi, je suis pas un spécialiste. Alors on nous Formation. demande Flo, est-ce qu'on peut noter la deuxième place en PL d'Arsenal? Oh putain, les bâtards. Ça va être dur, ça va être dur. Et dernier critère, les recrues, parce qu'on va faire un petit point quand même sur Flo Ghisolfi. Et au travers de ce critère-là de la saison, ça va être important de dire ce qu'on en a pensé, parce qu'il y a plein de choses à dire. Flo, est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu penses que c'est clair pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent également? Parce que cette émission, elle va durer un certain temps, je pense. Je pense qu'on est bien parti pour, on va dire, jusqu'à on va dire 23 heures, deux bonnes heures. Euh, Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle sera en replay sur YouTube, sur les plateformes de podcast, donc ne vous en faites pas. Si vous ne suivez pas le live tout le temps, ce n'est pas grave. On commence Flo, on va faire rôle par rôle. On va commencer Ouais. par les gardiens. Je pense que déjà on va en noter qu'un. On commence par du lourd. Marcin Bulka, première saison en tant que titulaire à l'OGC Nice. Quand on connaît tout le contexte aussi de son arrivée au club, de la gestion, de sa place de numéro 1 l'année dernière avec Kasper Schmeichel, il arrive, il est attendu, le choix de la direction aussi à ce moment-là de lui faire confiance et de bazarder Schmeichel du côté d'Anderlecht. Il a été élu aiglon de la saison. Euh, Quel est ta note Flo? Et alors, je ne l'ai pas dit, vous êtes bien sûr priés de voter, messieurs, dames. Vas-y, Flo, je te laisse y aller. Ben, moi, ça sera un 9 sur 10 pour Marcin Bulka d'entrée. Pourquoi? Parce que ben, déjà, il y a cette stat qui est exceptionnelle, c'est 17 clean sheets en 34 matchs, soit un clean sheet sur deux. Putain, et j'ai oublié de la chercher, cette stat, mais j'aurais bien voulu voir la stat en Europe pour voir si un gardien dans les 5 grands championnats a plus de clean sheets que lui. Je- Ça pourrait peut-être être le numéro un, honnêtement. Mais en tout cas, il doit être top 3 Europe avec une stat pareille. Donc c'est exceptionnel. On rappelle, c'est sa première saison en pro, le bonhomme, quand même. Première saison pleine en pro. Décisif contre Monaco dans le derby avec son double arrêt sur penalty. Décisif en Coupe de France au premier tour contre la Auxerre avec deux encore à penalty arrêtés. Il nous en sort un autre aussi, si je ne dis pas de bêtises, en championnat. Peut-être, Pancho, tu m'aideras à trouver. Je ne sais plus contre qui c'était. Peut-être contre Clermont avant la mi-temps. Le, Contre pe- Clermont. le penalty. Oui, contre Clermont. Bah, il arrête un penalty aussi contre Clermont. Il arrête aussi un penalty en Coupe de France à Montpellier. Mais voilà, donc il sort Bah, séance de
buts, enfin voilà, sans compter ses arrêts exceptionnels qu'il fait dans les matchs. Voilà. Bon, après, si on veut enlever ce petit point, bon, il y a le match où il fait une petite bourdoire, mais bon, ça arrive, hein. C'est un gardien qui est encore jeune. De temps en temps, un peu encore approximatif, je trouve, sur son jeu au pied, par moment. Mais voilà, même en termes de leadership, son comportement devant la presse a toujours été bon, son comportement sur les réseaux sociaux a toujours été bon. Il annonce 3-4 journées avant de la fin, il clarifie la situation, que lui il veut rester à l'OGC Nice et qu'il veut faire une saison, on verra cet été, mais que lui veut faire une saison encore à Nice avec la Coupe d'Europe. Enfin, quoi rajouter au garçon? Pour moi, c'est un 9 sur 10. Et puis même, si Dante n'est pas titulaire indiscutable la saison prochaine, donnez-lui le brassard quand il est sur le banc, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un autre débat. Effectivement, le Capitana, je vois du 8, 9, 9, 8, 9. Grande Marcin, on aime le joueur et l'homme, son rapport aux supporters. Et je pense que je te rejoins là-dessus. Déjà, Flo, est-ce que on peut mettre 0,5 ou pas? Ah oui, oui, vas-y, hein, 0,5. Pas 0,25 par contre, Pancho. Non, 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 non. Mais pour moi, t'as tout dit. Je vais rajouter la dimension affect. Ça fait bien longtemps, surtout on va dire, dans le football actuel, moderne, le côté un peu aseptisé des fois dans les comportements des joueurs, de voir ce côté très communicatif, ce lien avec les supporters, cette célébration, ce chant aussi. Il y a peu de chants à destination des joueurs Mm. dans la pop, mais alors le Boulka, Boulka, Boulka toute la saison, ça transcende tout le monde. Pour moi, c'est minimum 9. Si je lui mets pas 10, c'est parce que je sais même pas pourquoi je lui mets pas 10 parce que en fait, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux? Ouais, le Moi, jeu, le jeu au pied, pour je moi, dirais pour ces petites approximations de temps en temps se relance au pied et voilà, une ou deux petites bourdes dans la saison. Mais bon, comme je dis, c'est humain. Enfin, et puis voilà, mais sinon, voilà. Moi, c'est pour ça que je mets 9. Mais 34 matchs en Ligue 1, 17 clean sheets, vous êtes très fort en mathématiques. Un match sur deux où Marcin Bulka n'a pas pris de but. Voilà, en Ligue 1, c'est clair et net. J'ai pas la stat Europe, mais je pense qu'elle doit être assez intéressante. Clairement, je vais taper le 9,5. Je crois que le chat se situe aux alentours de 9. Moi, je vise 9,5. Parce que je sais qui c'est que je vais mettre à 9 et je pense que Bulka mérite ce 9,5 haut la main. Euh, ok pour Marcin. On passe eh bien, au deuxième joueur. Il s'agit, eh bien, alors là, attention, hein, accrochez-vous bien, Valentin Rosier. Quoi? Mais déjà, est-ce qu'on peut noter Valentin Rosier? C'est dur quoi ah, de. C'est pour pas. moi, on peut pas le noter, hein. Pour moi, il y a des Bon, joueurs, allez, faut, c'est faut, en non noté. Allez, c'est en non noté. Je me suis emballé. Ça, par contre, j'oublie pas pour la notation de Ghisolfi et des recrues pas- faut à la fin de la saison. lui mettre avertissement comportement parce qu'on l'a plus vu sur les réseaux que sur le terrain. Ouais, avertissement comportement. Avertissement comportement. Très bon pour les posts Instagram, moins bon pour jouer, tout simplement. Avertissement comportement pour Valentin Rosier, c'est une bonne chose. On passe à un autre latéral droit, un certain Jordan Lotomba. Alors là, Tu commences ou je commence? Vas-y, je je te laisse te, je te, commencer. ah bah, je te remercie. Je te remercie, c'est un plaisir. Bah pour moi, je vais dire exactement pareil, Flo, sans doute au mot près de ce que je t'ai dit l'année dernière. Euh, Déjà, il a fait une année supplémentaire alors que j'estimais au même titre que d'autres joueurs qu'il était peut-être temps de passer à autre chose. Il fait partie de ce noyau de joueurs avec Boudaoui, avec Claude Maurice, avec Kefren Turam, pour d'autres raisons, hein, tous les contextes sont différents, qui doivent quitter l'OGC Nice, quelque part. Ils doivent voir autre chose, autant pour eux que pour nous. Il faut que l'aventure se termine. Ça, voilà, de toute manière, je vois pas comment il pourrait rester. Et puis sur la saison, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et encore une fois, on va dire pareil que l'année dernière, dès que Attal est à 90%, voire 100%, sur ce début de saison, il était à 100%, l'Otomba, il n'existe pas. Voilà, l'Otomba n'existe pas. Donc on se dit, en fait, l'Otomba joue parce qu'il y a aujourd'hui pas un latéral droit de qualité dans la régularité, dans la performance, mais aussi dans la régularité physique, capable de maintenir le poste sur toute la saison. Il avait la possibilité de mettre
tout le monde d'accord, comme il a fait à de trop rares occasions sous Digard l'année dernière. Alors on parle de Digard, Lotomba sous Digard, c'est un peu le Alexis Claude Maurice sous Urcea, c'est un peu voilà, la période fantastique d'un joueur, mais malheureusement beaucoup trop courte. Donc pour moi, c'est pas la moyenne pour Lotomba. Je peux pas lui mettre la moyenne sur sa saison. Franchement, ouais, voilà, ça parle de 4. Je trouve que voilà, c'est le max qu'on peut mettre à Lotomba. Honnêtement, pour être juste, ouais, ça vaut pas la moyenne. Je suis d'accord pour mettre 4. Je vous suis là-dessus, les gars. À toi, Flo. Moi, ce sera 2. Oh putain. Voilà. 2 pourquoi? Moi, je vais m'expliquer. Parce que pour moi, en fait, tu as le droit d'être en difficulté, mais tu n'as pas le droit de nous prendre pour des cons. Voilà. C'est-à-dire que le joueur est toujours bon quand il a de la concurrence. C'est-à-dire qu'on a vu en début de saison, quand il savait qu'il avait Atal pas très loin, ben, c'était un autre Lotomba avec ses lacunes, hein, mais c'était un autre Lotomba. Et puis, dès qu'Atal s'est blessé et qu'on lui a ramené un Fantomas en numéro 2, ben, le mec n'a plus joué, marché sur le terrain. euh, un comportement plus que douteux, et un investissement plus que douteux qu'on voyait même depuis la tribune, hein. Puis jusqu'à cette magnifique célébration de Klim. Oh là là, j'avais Hein, oublié. J'avais oublié. ouais, Moins un point. Moins un point pour ça. voilà, à Pierre Moins un point pour ça. Ce magnifique signe de Klim à Pierre Mauroy, alors que 3 semaines avant, cet abruti il nous coûte la Ligue des Champions. Parce que c'est clairement le truc. Ouais. Il nous coûte la Ligue des Champions. Donc, moi, excusez-moi, mais c'est 2, et c'est avertissement, travail et comportement. C'est le doublé. Voilà. Ouais. On fait. Moi, en termes d'investissement, de ce qu'il a montré, je me rappelle aussi, tu sais, du but qu'on prend à l'Allianz Riviera contre Nantes, où monsieur refuse de sauter sur le premier but nantais, tu sais, sur le centre. Ouais, de Mathis Sabine, bien sûr. Ouais. Donc, je pense que si on aurait joué si on avait joué sans Jordan Lotomba, peut-être qu'actuellement, on serait en Ligue des Champions, quoi. Voilà. Alors, ouais, je te rejoins sur le fait que il a terminé d'une manière assez dégueulasse son aventure avec l'OGC Nice, avec cette célébration totalement déplacée contre Lille. Je suis tombé à 3 parce que j'avais oublié cet événement marquant pour autant de sa saison. Mais clairement, est-ce que le chat, ça parle Non, ça reste sur du 4. Ça parle d'Antoine Mendy, ça va être le prochain. Ça tombe bien. Euh, ok. Antoine Mendy. Moi, je vais mettre 7 sur 10. Pourquoi? Parce que je peux pas noter plus un joueur qu'on n'a pas vu tant que ça, que j'aurais aimé plus voir dans sa saison. Quand il a été aligné dans une défense à 3 en coupe ou en championnat, non, c'est la première, ça a été en championnat, il a été intraitable. Quand il a été aligné dans une défense à 2 en centrale, quand il y a eu les absences de Dante et de Todibo, il a été impeccable. Quand il a dû évoluer en latéral droit, on a vu qu'il a mis beaucoup de cœur. Alors attention parfois à son placement défensif, mais que dire, il a que 19 ans, il vient de faire 20 ans. Donc il a encore le temps de le travailler. Mais voilà, le comportement irréprochable. Et puis voilà, c'est là aussi le problème, c'est qu'un joueur qui a peut-être une dizaine de matchs en pro a montré 10 fois plus qu'un mec qui a 4 saisons. Voilà, au même poste. Donc rien que pour ça, voilà, bravo, bravo Mendy. Je pense qu'on peut lui mettre les encouragements pour la saison prochaine. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Et puis j'espère qu'il sera dans la continuité et surtout qu'il aura un coach. Et ça, c'est un reproche que je peux faire à Farioli qui lui donnera plus de temps de jeu. Ah ben pour moi, en fait, quand je pense à Mendy, je pense au dernier élément que tu viens de dire, qui était défendu aussi par Romain dans la dernière émission de Lille. C'est-à-dire, comment c'est possible que ce joueur ait si peu joué alors que tu Mm. avais un désert à ce poste-là, que tu as quand même eu Attal, Rosier, Lotomba, tu as eu à des rares occasions Rosario aussi, et que quand Tout à tu fait. vois, quand tu vois Mendy en fin de saison, tu te dis, mais en fait, bah, c'est ton meilleur latéral droit, en fait. C'est ton meilleur latéral droit. Et moi, je suis pas très objectif lorsqu'il s'agit des joueurs du centre de formation, mais en même temps, on est naturellement plus indulgent avec eux. On est plus indulgent, on est plus patient. Et honnêtement, il a mis tout le monde d'accord sur cette fin de saison. Il a mis tout le monde d'accord.
Mais Bien sûr qu'il a des progrès à faire. Bien sûr que techniquement, des fois, c'est un peu laborieux. Mais moi, j'ai pas le souvenir sur la fin de saison où il joue vraiment, où il démarre, où il fait des bonnes 45 minutes minimum sur chaque journée. Moi, je te rejoins sur la note. 7, ça me semble honnête. Et puis, c'est les encouragements naturellement. J'espère vraiment que sa situation va être requalifiée l'année prochaine et qu'il bénéficiera aussi voilà, de cette bonne fin de saison parce qu'il y a des joueurs qui se sont montrés décisifs sur cette fin de saison. On va parler de Jérémy Boga qui a fait une fin de saison très bonne. tout à Et fait. Mendy aussi l'a fait à sa manière, comme Kefren Turam aussi, qui a été plutôt pas mal sur la fin de saison. Que dit le chat? Que dit le chat pour Mendy? 6,5, 6, 7, 6,5. On va en parler, hein, Talabanans, hein, du coach Farioli, mais clairement, ça fait partie du sujet, hein, les jeunes. Il y a pas mal de 6,5, on va rester sur 6,5 concernant notre ami Antoine Mendy. On parle maintenant de JC Todibo, Flo. Ouais, JC Todibo, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 3 ans et demi. 3 ans et demi à Nice, 3 ans et demi plein. Voilà, rarement absent, plus souvent suspendu que blessé d'ailleurs. Une saison, encore une fois, très correcte, voire très bonne. En fait, moi, je me questionne surtout combien je vais mettre à Dante, combien je vais mettre à Todibo. Tu vois, c'est ça qui me. Je sais pas encore. Pour moi, il a été très régulier. Il y a eu ce petit trou d'air, on va dire en début d'année 2024, au même titre que l'équipe, qui prive peut-être le collectif de mieux. En même temps, je ne l'ai pas trouvé sur la saison vraiment à la ramasse. Il a été beaucoup moins régulier dans la performance que Marcin Bulka. oui, moi, je suis Mais en d'accord. même temps, si tu enlèves ces trous d'air, c'est des performances qui sont mais a-t-il été non, il n'a pas été dans l'équipe type de la saison, mais il aurait pu prétendre à être dans l'équipe type de la saison. Il fait partie de la meilleure défense du pays pour une nouvelle fois avec son compère de défense et avec Marcin Bulka. Moi, Flo, vraiment, tu mets combien à Todibo? Moi, je vais mettre 7. Tu mets Je autant à Mendy que Todibo? Ouais, après, c'est pas la même notation, hein. Comme j'ai expliqué, je le note sur 4, ouais, sur 6 matchs, l'autre, je le note sur une saison. Donc, à dire que le Hmm. 7 de Todibo est valorisant. Mais je mets 7 parce que il y a un très gros début de saison de JC Todibo à l'image de l'équipe où on perd pas un match. Et puis après, il y a ce pétage de Jean Havre qui, pour moi, alors après, il y en a, ils vont appeler ça du caractère, ce qu'on veut, mais pour moi, voilà, c'est pas un comportement qu'il faut à ce moment-là. On perd 3 matchs par la suite. Quand tu es leader d'un vestiaire et d'une équipe, tu penses pas à ton instant T, tu penses aussi un peu plus à ce qu'il y a derrière. Alors oui, il y a l'homme, mais voilà. Donc il y a ce trou d'air, on va dire, jusqu'à février, mi-février. Il y a aussi le fait que c'est l'un des premiers à un peu râler du style de jeu Farioli, dire que c'est un football un peu trop statique et indirectement, quand tu rouspètes dans le vestiaire, ben, t'emmènes un groupe avec toi derrière. Et évidemment, ben, t'emmènes un peu moins d'investissement aussi. Donc voilà. Il est aussi il est un peu aussi au cœur des premières tumultes qu'il y a eu dans le vestiaire. Mais après, c'est lui qui a aussi décidé de ramener tout le monde sur le bon rail. Donc je suis un peu mitigé. Et surtout, moi, il y a quelque chose qui n'est pas passé, c'est son comportement à la fin du match contre Montpellier. Qui, pour moi, et j'étais là, j'étais en Populaire Sud, c'est inadmissible ce qui s'est passé en Populaire. Je trouve franchement, je trouve que la Populaire a super bien réagi et qu'on a vite enterré ce dossier sous le tapis. Je pense de toute façon ce qu'il y avait de mieux à faire. Et moi, ça, je ne l'ai pas oublié. Donc, pour le trou d'air et pour le comportement par moment un peu litigieux, moi, ce sera un 7 pour JC Tojibo qui sort de 3 saisons et demie magnifiques à Nice. Si on parlait uniquement sportif, je vais aussi parler parfois le fait que lorsque l'équipe adverse avait mis son piège tactique en place d'empêcher la variation des relances de Dante courtes et longues, Tojibo n'a jamais réussi à prendre le relais à ce niveau-là. Donc voilà, mais bon, il compense aussi Dante sur d'autres points, hein. C'est bien pour ça qu'on est la meilleure défense du pays. C'est parce que les deux se complètent. Donc, voilà, je mettrai un 7 à JC Todibo. Putain, c'est une très bonne argumentation là.
C'est une très bonne argumentation. Parce que je pense que tu as fait le tour sur Todibo. En fait, c'est assez étrange, mais moi, je lui mettrais deux notes. Je lui mettrais une note sportive et une note leader. Et je pense que Todibo, on était certains. Alors, il y en a certains qui vont me dire que oui, Dante, le capitaine, n'est pas forcément un leader, j'entends. Mais je pense que l'épisode de Montpellier, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Au même titre que je trouve la prestation de Casper Dolberg inadmissible en finale de Coupe de France et les trucs, moi, qui me restent, mais gravés. Et ce moment-là, effectivement, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. On Tu ne peux pas peut faire pas. peux pas faire le caïd comme ça devant tes supporters, ta Bah, tribune, qui t'encourage, qui chante pour toi tous les week-ends. Parce qu'en plus, il aimait les supporters. Tu peux pas faire le caïd et comme dans la rue, te demander une baston un contre un, quoi. Je veux dire, t'es pas en bas du check ici. Enfin, t'es sur et un puis terrain de foot. surtout, en fait, tu sais que voilà, il était à un moment, c'était la période où il était un peu approché par Manchester United, il y a eu des rumeurs, etc. Est-ce qu'il se serait permis de faire ça à Old Trafford? C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Des problèmes, globalement. Hein. À Schalke, il y a eu des problèmes. À Benfica, il y a eu quelques problèmes aussi. Todibo, c'est. En fait, Todibo, ce qui ressort, c'est toujours la même chose. C'est un garçon qui a un fond très gentil, mais qui parfois, ben, quand il y a deux filles qui se touchent, ben, il vrille. Et quand il vrille, ben, le garçon, il est peu contrôlable. C'est ce qui ressort. Moi, je ferai pas son procès ce soir parce que c'est pas non plus. Voilà, on a tous le droit de péter un plomb dans une saison. Ça reste un être humain. Voilà, il a fait, mais je le prends en considération dans la note. Je lui en veux pas. Voilà, il nous a tellement apporté que je lui en veux pas, mais je suis obligé de le porter en considération dans la note. Voilà, je dois noter ses 3 ans et demi. Moi, Todibo, c'est un 9 sur 10. Mais là, je note sa saison 2023-2024. Pour moi, voilà, c'est un 7. je vais être un peu plus clément avec lui, puisqu'effectivement, il faut qu'on juge le sportif. Moi, je vais mettre allez, 7,5. 7,5, je suis le chat là-dessus. On parle de son compère Dante, En ensuite. félicitations quand même pour ses 3 ans et demi à Nice. Félicitations, est-ce qu'on met un intermédiaire compliment? Ouais, allez, compliment. Allez, compliment. Il y en a Ah non, 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 félicitations, félicitations. Attends, je suis un pour les fou, je 3 suis ans un et fou, demi. je suis un fou, je suis un fou. Pour les 3 ans et demi. Parce que bon, je note les accros, mais il y a eu plus de positifs que de négatifs quand même, faut pas oublier. Dante, Dante, vrai débat, vrai débat. C'est vraiment le sujet clivant, mais en même temps très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'arguments qui se valent des deux côtés. Anto, si tu passes par là, bien sûr, j'espère que déjà tu vas bien. Peut-être bouge-toi les oreilles, sait-on jamais. Mais Flo, tu penses quoi de la saison de Dante moi, au global? si on parle du sportif, et le débat, je l'ai eu 100 fois avec Kanto et je continuerai à l'avoir s'il le faut. Si on parle uniquement du sportif, pas de leader, tout ça, il fait une très bonne saison pour un joueur de 40 ans. Alors oui, il a eu des trous d'air, mais comme Tojibo en fait, enfin, c'est des êtres humains. Euh, et comme j'ai dit, ils se complètent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la meilleure défense du pays. C'est parce que tu as une charnière centrale qui se complète. Un couvre un peu plus la profondeur, l'autre a une meilleure lecture du jeu. Euh, il relance mieux. Voilà, je veux dire, Flo, Dante, d'après l'équipe, Franck Ezani s'est fait à 100%. voilà. De toute façon, c'était un peu ce que j'avais. Hein. C'était ce que j'avais. Je te laisse poursuivre sur Dante, je vais checker ça tout de suite. Ouais. Non, je disais, ben, Dante, est-ce qu'on peut aujourd'hui se priver de sa qualité de relanceur? Je ne pense pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se priver de sa lecture du jeu? Je ne pense pas. De parfois son vice et son expérience, je ne pense pas non plus. Donc voilà, sportivement, il fait une saison pleine. Maintenant, là où je rejoins Anto, c'est qu'il y a toujours le problème de son rôle de leader. C'est ben, l'affaire de Montpellier avec Todibo. On ne le voit pas une seule seconde venir calmer la situation. Quand il y a la crise, c'est toujours le même discours, jamais de gueulante. Quand il y a l'effectif qui est moins bien, lui, il s'inclut jamais dans le problème, il se met toujours à part. Donc oui, par moment, la mentalité a changé. Maintenant, le garçon, ça fait 8 ans qu'il est au club. En termes de longévité, et surtout parce que c'est bien beau d'être là depuis 8 ans, mais les saisons qu'il enchaîne depuis 8 ans, c'est toujours du très haut niveau. Et puis on sent toujours
une pointe de classe. Je veux dire, dans le Nice Paris, l'un des seuls qui est au niveau, c'est lui. Celui qui vient chercher plus haut dans le milieu de terrain parisien, c'est lui. Celui qui, par moment, fait un dépassement de fonction pour ajuster des centres côté gauche, c'est lui aussi. Voilà, et puis on peut dire ce qu'on veut, mais il aime ce club, il aime cette ville, il aime ce blason. Donc voilà, moi j'ai mis 7 à Todibo. J'ai dit tout à l'heure que c'était une charnière qui se complète. Donc je vais mettre 7 à Dante. Voilà. 7 à Dante, je vais regarder un peu ce que dit le chat. On est pris un peu par les infos. Je vois du 9, je vois du 8, je vois du 8,5, je vois du 7,5 pour Dante. N'hésitez pas, voilà, 9 pour Talabanant aussi. Voilà, Si, n'hésitez pas à donner votre note sur Dante. on parle- Les gars, pour Eze, on a déjà un peu parlé en début d'émission. On va pas revenir dessus. De toute façon, ce que je vous dis, c'est que, et j'ai dit sur Twitter, il y aura une libre antenne avec Avantinissa par rapport à tout ça, toute l'intersaison, tous les sujets, directeur sportif, entraîneur. Et il y aura un numéro ici, spécial, Franck Hez avec un supporter lensois, un peu, supporter lensois, oui, un peu comme on l'a fait avec Buonanni pour le retour sur le prêt. 8,5, 8,5, Flo- Anto, Anto qui met littéralement 0, alors que Flo, on te voit plus. On te voit, Ah, c'est c'est bon. bon, On c'est te bon, je voit, suis en train on de te voit. changer mon. 8,5 pour Dante. Toi, tu as mis 7, hein, Flo, c'est ça? Moi, je mets Euh, 7, ouais. mais je mets 8 à la saison dans le sportif, parce qu'il a eu ce trou d'air aussi, faut pas l'oublier. Mais allez, on peut même monter à 8,5. Mais voilà, comme je reproche à Tojibo par moment son comportement vis-à-vis du club, lui, voilà, et là, c'est là où je rejoins Anto. Et c'est là où je pense que je suis assez objectif, c'est qu'il manque ce leadership et qu'on peut réclamer un capitaine qui a gagné la Ligue des Champions et qui a 40 ans. Voilà, et donc mais ça, c'est un 5,5, 6. Donc voilà, on lisse et on met 7. Moi, je vais mettre la même note qu'à Todibo. Je vais mettre, Ouais, j'ai fait pareil. je vais mettre la même note qu'à Todibo parce que les deux font une très bonne saison. Leur trou d'air n'est pas forcément au même moment. C'est une base saine et sûre de notre projet depuis plusieurs années, quoi qu'on en pense. La défense est vraiment au cœur de tout ça. Maintenant, sportivement, qu'on le veuille ou non, il a mérité, à mes yeux, de prolonger. Clairement, sa prolongation, il allait la chercher en atteste ce match contre Paris, où il est le seul véritablement à se lever l'âme dans un collectif moribond. Son but, Alors que. on met dans le match à 3 journées de la fin, sur corner de Comment? la tête. Son but aussi qui nous met à trois Ouais, journées ouais, de à Strasbourg la complètement. dans le Alors qu'il match. y avait toute cette période aussi un peu de flou autour de sa prolongation, c'est vrai qu'il a répondu présent. Donc par rapport à ça, respect. On passe à Melvin Barr. Dante, félicitations. On peut lancer les félicitations quand même pour Oui, Dante. oui, oui, félicitations. Melvin Barr, Quoi? Manque de leadership. Je peux pas mettre à mon capitaine félicitations avec un manque de leadership. Si je mets compliment à Tojibo, en tout cas, c'est mon avis. Je mets j'ai mis compliment. félicitations à Todibo. Ok, ok. Bah alors félicitations à nous. Moi, je mets compliment aux deux, pas félicitations. Melvin Barr, est-ce que tu peux me laisser entamer sur Melvin Barr? Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Bah, comme dit en août dernier, il fera partie et il a fait partie des nominés pour les Aiglons de la saison. Et c'était, on va dire, une volonté d'y croire, mais surtout de me dire que c'est un jeune joueur qui avait 2 saisons pro dans les pattes, qui était passé par des moments compliqués et qui, tôt ou tard, allait justement franchir ce step. Déjà, un step physique, on le voit, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus robuste aussi. On voit qu'il a travaillé énormément cet été. Et puis voilà, c'est un guerrier. C'est le genre de joueur vraiment qu'on adore à Nice, qu'on a su adorer dans le début des années 2000. Il correspond vraiment énormément à ce qu'on attend. Il y a du talent. Et là, j'en veux encore à Francesco Faioli parce que je me dis que on sait que sa qualité de centre, c'est voilà, c'est un point de progrès, voilà, on va dire sa dimension offensive. Mais j'aurais aimé voir Barr un peu plus haut. J'aurais aimé voir Barr dédoubler beaucoup plus souvent sur Boga. J'aurais aimé voir Boga aussi avoir plus de solutions sur ce côté gauche.
J'ai adoré la saison de Melvin Barr. C'était un vrai guerrier. Il y a eu des actions vraiment iconiques devant la pop où il revient en taclant, etc. C'est une saison vraiment accomplie. Il fait partie des meilleurs latéraux gauche de Ligue 1. Sur l'équipe type, c'est Bradley Loco. Mais je pense vraiment, Flo, tu me dis, mais pour moi, comme Bulka en fait, il est top 3 latéraux gauche sur la Pour saison. moi, pour moi, il est derrière Bradley Loco, hein, tout simplement. Donc Et une grosse saison. Pour la note, je suis monté à 9,5 pour Bulka, je monte à 9 pour Melvin Barr. Pourquoi je monte pas plus haut? Parce que en fait, il lui manque malgré tout des stats, mais je lui impute pas réellement, du moins en partie, parce que derrière, il y a des consignes et je pense que les consignes derrière étaient peut-être un peu trop frileuses par rapport à ce que je peux attendre moi en tant que amoureux de football, et bien du style de jeu. il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. Moi, je lui mets 9 aussi. Euh, Écoute, c'est un joueur qui a essuyé tellement de critiques sur les 2 dernières saisons. Moi, le premier, hein. Il s'est fait défoncer. Et le mec, enfin, quand on demande une mentalité, c'est ça, quoi. C'est prouver, travailler, se battre, montrer. Et je pense que cette saison-là, c'est sa réussite. Euh, il a doit aussi. Et là, par contre, il faut le mettre en point positif à oppositionnement que lui a donné Francesco Farioli, qui a joué pleinement avec ses capacités. Parce que certains le taillent sur beaucoup de points, mais ça a été une sacrée trouvaille, ce latéral un peu intérieur, qui a finalement, on a découvert Melvin Barr meilleur, énormément meilleur sur le plan technique, beaucoup plus à l'aise lorsqu'il rentrait un peu plus dans le cœur du jeu que lorsqu'il était isolé à coller sa ligne de touche. Voilà, maintenant, si je dois enlever il y a ce but à Marseille aussi, qui est magnifique et qui nous permet d'arracher un point très précieux au Vélodrome. Et puis, bon voilà, si je dois mettre le petit point moins, c'est tout simplement parce que, bon, encore offensivement, il a manqué un peu, Hmm. par moment un peu de justesse aussi. Moi, pour moi, tu vois, je te dis honnêtement, beaucoup ont mis Boulka et Gond de la saison, c'est lui qui a été voté. Moi, j'aurais mis Melvin Barr. Voilà, sur mon avis. Je pense que, et ça a été dit par Nissar d'État, 8, enfin qui met 8, plus compliqué ces dernières semaines. C'est vrai que peut-être que sur la tendance, sa première partie de saison est peut-être beaucoup plus accomplie, beaucoup plus forte que la deuxième partie. Est-ce qu'il n'a pas Bah, souffert de ça aussi? Alors que pour le coup, Bulka, c'est incontestable. Il a été régulier et fort sur toute la saison. après Boulka, le débat qu'on peut avoir aussi, c'est qu'il a vachement été isolé. C'est-à-dire que Boulka, il a fait le taf, mais il a dû faire le taf. Mais c'est pas le gardien qui a le plus subi cette saison. Je pense que c'est l'un des gardiens qui a subi le moins de frappes dans le championnat de France cette saison. Alors, à chaque fois qu'il a dû les faire, il les a fait. Mais voilà, moi, je pense à Melvin Barr qui a dû compenser plusieurs fois le dos de Dante parce que, bon, voilà, si Dante fait aussi une énorme saison, c'est parce qu'il est super bien entouré de Todibo et Melvin Barr. Voilà, c'est un joueur qui compense super bien. C'est un joueur qui a pris beaucoup en intelligence, beaucoup en maturité. Donc voilà, moi, encore une fois, mon avis, c'est que si j'aurais donné un Egon de la saison, je l'aurais donné à Melvin Barr, même si ça joue à rien entre les deux, hein. Voilà, peut-être là où Boulka tranche un peu plus, c'est son côté leadership que n'a pas Barr, mais bon, ça après, c'est naturel. Mais donc voilà, moi, je vais lui mettre 9. Je vais lui mettre la même note que Boulka avec les félicitations parce que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. J'espère pour lui que ça va lui donner confiance pour la suite, même si je pense que son avenir n'est pas chez nous. Voilà. Effectivement, la question se pose, je te rejoins Flo. Alors tu mets 9. Félicitations, on est d'accord pour mettre des félicitations? Oui, oui, ah oui, bah là. Moi, je pense que son avenir n'est pas chez nous parce que déjà, ça va être Francaise. Donc, dans le style de latéraux, on est à l'opposé. Et puis même pour lui, en fait, parce que je me dis que cette saison, ça peut lui ouvrir les portes d'un club que s'il reste à Nice et qu'il fait une saison juste un peu moins bonne, ça lui ouvrira plus. Tu vois ce que je veux dire? Je pense aussi au garçon qui est un garçon qui n'a jamais triché. Moi, tu vois, quand je vois des garçons comme lui, même comme Tojibo, qui n'ont jamais triché avec le club, ça me dérange pas qu'à un moment donné, ils aient tâté un échelon supérieur, Non, quoi. et puis moi, j'entends complètement cette idée, et ça a été dit par Flo, d'ailleurs, Flo J7, c'est que Nice doit apprendre aussi à bien vendre. Mais bien vendre, c'est pas tant le montant, mais c'est aussi le timing. Aujourd'hui, Barr, il est dans une phase où il atteint un pic.
Est-ce qu'il atteindra, est-ce que ce pic, c'est un plafond de verre et il stagnera ou alors il régressera, ou alors peut-être qu'il explosera au-dessus et auquel cas ben, on sera ravi. Mais Mm. honnêtement, il n'a jamais été aussi haut que depuis son arrivée au club. C'est sa troisième saison. Et puis, c'est Euh, un joueur qu'on a pris 4-5 millions d'euros. Il y a peut-être moyen d'en tirer 15 là cet été, sachant qu'on va sûrement avoir le coach où il rentre pas forcément dans le plan de jeu par rapport à son profil. Bon, ben, je me dis que c'est le moment ou jamais, quoi. Pour son évolution de carrière personnelle aussi, parce qu'encore une fois, je pense aussi au garçon qui n'a jamais triché, comme pour le club. Tu vois, là, pour le coup, c'est un deal qui peut être gagnant-gagnant, pour le coup, tu vois. Écoute, on verra, on aura le temps et j'avoue que j'ai trop hâte de, de faire le numéro sur Franck Hez. Putain, Franck Hez, les gars, oh! C'est un beau coup, hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est un Jérémy beaucoup? Allez, on enchaîne sur le prochain. Romain Perrault. Alors, c'est marrant parce qu'on parlait justement des latéraux droits. Ouais. Finalement, Romain Perrault, alors, il a souffert du fait que Melvin Barr était sur la saison de sa vie. Mais s'il n'avait pas été là, est-ce que Melvin Barr aurait fait une aussi grosse saison? En fait, c'est ça. C'est le côté concurrence aussi. La concurrence pousse toujours à aller plus haut. Qu'on le veuille ou pas, c'est véridique. C'est, c'est- à part entre nos numéros 9 cette année où il y a eu de la concurrence, mais où ils sont tous tirés vers le bas. Mais on en reviendra après. C'est nerveux, hein, pardon. Mais sinon, à gauche, enfin oui, je pense qu'il y a forcément un lien entre l'arrivée de Romain Perrault et l'apogée de Melvin Barr, bien sûr. Voilà. Si tu veux commencer sur Romain Perrault, tu veux que je commence comme tu veux. Vas-y, vas-y, continue, enchaîne. Bon, ben moi, ça serait un 5. Euh, Pourquoi? Parce que très peu vu jouer. Souvent, ses rentrées, ça a été clairement tactique, surtout en début de saison. C'était à la place de Jérémy Boga pour bloquer le couloir. Voilà, par contre, excuse-moi Flo, hein, mais ces entrées-là, quand il remplaçait Boga et qu'on avait le couloir gauche, Melvin Barr, Romain Perrault, ça me faisait faire de l'huile. Tu sais à quoi ça me faisait penser? Pour les plus anciens, Euro 2012, couloir droit, Debuchy Réveillère, à vomir. Ah, je n'ai pas celle-là, plus Ah, bref. contre l'Espagne, contre l'Espagne. On perd en huitième ou en quart. Laurent Blanc, il aligne couloir droit, Debuchy Réveillère, à vomir. Moi, Je te moi, laisse poursuivre. ça faisait plus penser à la deuxième saison de. Non, première saison de Favre. Je sais plus, où il faisait rentrer. Ah ben, deuxième saison où il fait rentrer, où Souquet gagne sa place à droite et Ricardo Ouais, Pereira, quand il revient de blessure, joue au milieu droit. ah, il joue au milieu droit, Hmm. ouais, c'est ça. Ou même la doublette qu'il faisait Vieira quand il mettait Souquet à talent ailier. Ça me choque point. Oui, non, non, mais moi je suis d'accord. Ça me fait penser à ces moments-là, quoi. Mais bref. Ouais, donc 5. 5. Pourquoi? Parce que eh ben, d'un côté, il y a. Je sais plus. Oui, alors, on va commencer par le négatif. Il y a des entrées souvent neutres, on va pas se mentir. En fait, j'ai plus préféré Romain Perrault lorsqu'il a commencé titulaire que lorsqu'il est rentré en cours de match. Après, souvent, ses entrées en cours de match, c'était sur 10-12 minutes, donc c'est compliqué. Mais moi, je me rappelle de son entrée contre Toulouse. Alors, ok, Fayoli, c'est peut-être pas un cadeau, mais je me dis que voilà, ce but-là, il nous coûte des points. Et bon, malheureusement, il est à mettre à son crédit. Par contre, après, je me rappelle aussi d'un Romain Perrault avec beaucoup d'activité, notamment contre, je crois que c'est Clermont, si je dis pas de bêtises, où il fait rentrer à la mi-temps et c'est lui qui débloque le match sur un centre à terre. Je crois qu'il y avait aussi la même situation à Metz, si je dis pas de bêtises, à Saint-Symphorien, où il combine. C'est lui, non, qui combine avec Boga qui freine Thuram sur le côté, non? Non, C'est c'est justement c'est Barr qui fait la passe D à Metz et c'est lui qui fait la passe D à Clermont. Clermont. Euh, quand il a commencé les matchs, j'ai trouvé plus intéressant, même s'il en a commencé peu, mais je trouvais beaucoup plus intéressant. Mais après, là où pas, je vais lui en vouloir, parce que c'est peut-être aussi le destin, mais putain, à chaque fois qu'il a l'occasion de jouer, le bonhomme, il est blessé. Je sais plus c'est quel match de Coupe de France où il est absent alors que on peut le voir sur 90 minutes. On peut le voir aussi à Lille, pas là non plus. Ça, c'est dommage. C'est des moments où c'est là où il faut qu'il réponde présent. Par contre, persuadé que pour le coup, lui, c'est un profil Alors, qui peut éclater sous Francaise. justement, pour toi, est-ce qu'il faut lever l'option d'achat et est-ce que le fait que Hez soit le nouvel entraîneur du gym requalifie un peu la situation de Romain Perrault?
Je sais plus, elle est à combien l'option d'achat, Je crois de Pancho? mémoire, elle est à. Elle a 5 Je millions. crois que 5 millions, j'ai en tête 5 millions, mais peut-être que c'est pas ça, hein. Écoute, moi j'ai fait un calcul, c'est qu'année prochaine, on a au minimum 43 matchs à jouer. Minimum. Donc c'est déjà 5 de plus que cette année. C'est-à-dire que tu as les 34 matchs de Ligue 1, au moins le premier tour de la Coupe de France qui font 35, et les 8 matchs de phase de poule d'Europa League. Donc ça fait 43. Tu auras 5 matchs de plus à jouer que là. Franchement, pour 5 millions, au mieux le mec il t'arrache tout et tu peux en faire un titulaire bis. Au pire des cas, ben, le gars est un peu moins bien, mais ça te fait une super doublure pour le championnat. Dans un rôle où il est capable de jouer latéral et piston, tu peux partir sur deux systèmes différents. Moi, franchement, si l'option est vraiment à 5 millions, j'hésite pas une seule seconde. Enfin, bien sûr qu'il faut la lever. On verra, on verra, on verra. Du coup, pour Perrault, ça dit quoi? Ça part sur du 5. Et toi, Moi, j'ai pas trop d'avis. Je vais mettre 5 pour le chat. Moi, je mettrais la moyenne. En fait, euh, c'est difficile de juger sa saison parce que il y a des matchs où je me suis dit, enfin, je crois qu'il y a un match de Coupe de France à Montpellier où il est titulaire, où tu te dis, voilà, on voit pas la différence avec Barre, il arrive à maintenir et tout son niveau de performance, etc. En fait, on n'a pas assez de recul pour véritablement juger. Euh, mais à aucun moment, on a senti qu'il allait inverser la tendance par rapport à Melvin Barr. Et donc pour moi, ça, c'est quand même un critère, c'est-à-dire que Melvin Barr a été tellement constant et Perrault a été par moments, je pense, un peu trop neutre que tu te dis que il aurait peut-être même pu faire mieux. Pour moi, la moyenne, c'est OK. Et par contre, en termes d'état d'esprit, etc., je pense qu'il a jamais triché. De toute façon, c'est quelqu'un, je pense, qui est attaché profondément au club. Donc, à voir. Mais sur sa saison, il y a peu de choses à juger. Et je suis pas sûr qu'on puisse mettre un peu plus.